Les dirigeants de l'espace CEDEAO tiennent leur 53e sommet à Lomé au Togo. Ce sommet connaît la première participation du président de la Sierra Leone. Les dirigeants de la CEDEAO appellent également les acteurs politiques du Mali au respect des règles du scrutin de dimanche dernier. Les échos à suivre en début de journal. Au lendemain du vote du nouveau code électoral, les différents groupes parlementaires donnent des explications sur leur position concernant ce nouveau texte. Les députés de l'opposition et ceux de la majorité étaient face à la presse ce 31 juillet. Des précisions à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, Ouagadougou abrite à partir de demain une rencontre de haut niveau sur la sensibilisation à la lutte contre le cancer. Après la première dame de la Guinée-Bissau, c'est celle de la Gambie qui a foulé le sol burkinabé ce mardi. Et pour parler de cette rencontre et de la lutte contre le cancer, nous recevrons dans ce 20h l'épouse du président du Faso, Madame Sika Kabori. À l'étranger, au Mali, 48 heures après le vote, les partisans des deux candidats favoris de la présidentielle donnent de la voix, alors que les partisans du président sortant parlent d'une victoire de leur candidat. Ceux de Soumaïla Cissé estiment qu'il devrait avoir un second tour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, nous prenons la direction de Lomé, la capitale togolaise qui abrite le 53e sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un des sujets qui retient l'attention des dirigeants de la CEDEAO, c'est l'élection présidentielle au Mali. Ce sommet de la CEDEAO marque aussi le début du mandat du nouveau président de la commission de cette organisation. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Draman Guéné et Ismaël Diloma Sirima. L'ouverture du 53e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est marquée par la prestation de serment du nouveau président de la commission. Jean-Claude Cassibrou, de nationalité ivoirienne, est désormais à la tête de la commission de la CEDEAO pour les 4 années à venir. Il jure de protéger les intérêts de la communauté. Premièrement, nous continuerons comme par le passé à soutenir activement toutes nos actions visant la stabilité et la paix dans notre région, conditions nécessaires pour progrès économique et social. Il compte travailler à l'accélération de la croissance économique de la région, avec pour conséquence des créations d'emplois. Juste après son installation, Jean-Claude Cassibrou, aux côtés des chefs d'État de la CEDEAO, a assisté à la prestation de serment de 5 juges de la Cour de justice de la CEDEAO. Ils sont capverdiens, ghanéens, nigérianes, sierra-léonaises et ivoiriens. Jure solennellement d'exercer mes fonctions et mes pouvoirs de marque de la Cour de façon honorable et loyale en toute impartialité. Mais avant toutes ces prestations de serment, le président en exercice de la CEDEAO a présenté quelques questions sur lesquelles ses pairs et lui vont travailler à huis clos. Plusieurs dossiers sur des sujets comme la situation dans notre sous-région et de notre organisation, la crise alimentaire dans certains pays, le commerce international, les réformes institutionnelles, la situation politique dans certains pays, autant de questions importantes pour la marche de notre communauté. Les travaux vont concerner aussi le sujet de la monnaie unique de la CEDEAO, ainsi que la situation politique en Guinée-Bissau. Et toujours à Lomé, les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont tenu leur 20e session ordinaire. Il s'agissait pour eux de faire le bilan des activités menées par l'UEMOA au cours de l'année 2017. Il ressort de ce bilan des avancées dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture et celui des bâtiments et des travaux publics. Plus de précisions avec Ismaël Diloma Sirima. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine notent que le taux de croissance de l'Union est passé de 6,5% en 2016 à 6,7% en 2017. Selon le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, cela est dû à un essor du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Cependant, des hausses de prix de produits de grande consommation ont été constatées.
Le taux d'inflation annuel moyen est ressorti à 0,8% en 2017, comme 0,3% en 2016. Dans ce contexte, la Banque centrale a maintenu son principal taux directeur inchangé à son plus bas niveau historique de 2,5%. Dans ce contexte, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a fourni des financements aux banques privées pour répondre à leurs besoins de liquidité. En dépit de cela, les dirigeants de l'UEMOA signalent des avancées dans les domaines du développement. Dans le domaine de l'intégration économique, la situation de la surveillance multilatérale fait état d'une légère amélioration dans le respect des critères de convergence en dépit des difficultés rencontrées. En effet, 3 pays ont respecté les 3 critères de convergence du premier rang en 2017. Sans citer ces pays, le président du Conseil des ministres de l'UEMOA a cédé la parole à Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA. Il a rappelé la nécessité de mutualiser les efforts. À la suite de tous ces discours, les chefs d'État et de gouvernement ont tenu une rencontre à huis clos. Et à l'issue de plus d'une heure de discussion, aucune déclaration commune n'est faite. Et en marge de tous ces travaux, le président du Faso a eu des échanges avec des partenaires du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu le représentant du président de l'Azerbaïdjan à l'Union africaine. Il a été question de coopération économique entre ce pays et le Burkina Faso. Le président du Faso a également échangé avec le président de la Centrafrique. Le point de ces audiences avec Draman Guéné. Entre deux réunions, le président du Faso a eu des rencontres bilatérales. Une audience chez le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Les deux chefs d'État ont échangé durant plus d'une demi-heure. Plus tôt la veille, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu le représentant spécial du président azerbaïdjanais à l'Union africaine. Elman Abdoulayev est venu parler coopération avec le Burkina. Il existe beaucoup de potentialités pour cette coopération, tant au plan économique, social et politique. Et donc, nous voulons travailler au renforcement du capital humain. Comme vous le savez, l'Azerbaïdjan a contribué et a travaillé avec beaucoup de pays africains dans ce domaine. Depuis 30 ans écoulés, donc nous voulons réécrire une nouvelle page de cette coopération. À travers donc cet émissaire, l'Azerbaïdjan et le Burkina veulent réchauffer leurs relations bilatérales. Autre point de l'actualité, et nous revenons ici à Ouagadougou où séjourne depuis hier la première dame de la Guinée-Bissau. Ce matin, Maria-Rose Teixeira Vaz et l'épouse du président du Faso ont visité le service pédiatrique de l'hôpital du district de Bordeaux. Elles promettent de mener un plaidoyer pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés dans cet hôpital. Le point de la visite avec Issaka Ouedraogo et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Sika Kaboré et Maria Rosa Teixeira à l'hôpital du district de Bogodougou. L'épouse du président de la Guinée-Bissau découvre les installations du service pédiatrique. Toute contente, sûrement un très grand investissement de la part du gouvernement burkinabé. J'espère que ça sera au service de toute la population qui aura besoin d'être hospitalisée dans cet hôpital. Le service pédiatrique, qui comprend les urgences et les salles d'hospitalisation, est confronté à des difficultés d'ordre matériel. Les difficultés actuelles, c'est que nous n'avons pas encore ouvert notre service de néonatologie. Et actuellement, les nouveau-nés sont accueillis aux urgences et en hospitalisation, où nous avons identifié des salles pour les y mettre. Nous aurons souhaité que dans les jours à venir, nous puissions ouvrir notre service de néonatologie, donc que les infrastructures soient adaptées, que nous ayons des équipements suffisants pour les prendre en charge et aussi des ressources humaines compétentes. L'épouse du président Bissau-Guinéen a promis faire le plaidoyer auprès des épouses des chefs d'État africains pour trouver les moyens afin d'améliorer la prise en charge des enfants et des nouveau-nés.
Et après la première dame de la Guinée-Bissau, vous le verrez en image ce mardi, c'est celle de la Gambie qui est arrivée dans la capitale burkinabé. Fatoumata Bah-Barrow a été accueillie à sa descente d'avion par Sika Kaboré, épouse du président du Faso. La première dame de la Gambie est accompagnée de quelques membres du gouvernement et des épouses de membres du gouvernement de son pays. Ils sont là pour prendre part à la rencontre de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer dans les pays africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique. Et nous poursuivons avec cette actualité dans la page entretien de ce journal. Et comme annoncé, nous recevons l'épouse du chef de l'État burkinabé, Mme Sika Kaboré. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la RTB. Alors, la rencontre qui s'ouvre demain porte essentiellement, comme on l'a dit, sur le cancer qui a pendant longtemps été considéré comme une maladie des pays riches et qui prend de l'ampleur dans les pays en développement, comme le Burkina Faso. Est-ce que vous avez l'impression que dans nos pays, l'on a pris conscience de l'incidence de ce mal? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que pendant longtemps, on a imaginé que le cancer était une maladie des pays riches, des pays occidentaux. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons plus de 700 000 cas par an. Et la prise en charge donc, de ces maladies est une question aujourd'hui d'urgence de santé publique. Bon, si le cancer, comme vous le voyez, est une pathologie qui touche tout le monde, aussi bien les jeunes que les femmes, que les hommes, quel que soit leur âge. Et c'est la deuxième cause de mortalité aujourd'hui dans le monde. Et si nous ne faisons rien, si rien n'est fait, cette pathologie va voir de nouveaux cas arriver à raison de 70% dans les 2 prochaines décennies qui arrivent. Donc il y a lieu donc, de faire des actions, de se mobiliser pour lutter effectivement contre ce fléau. Et on sait que vous avez une grande expérience en matière de lutte contre le cancer à travers notamment l'association Kimi. Aujourd'hui, selon vous, comment devrait-on mener la lutte pour qu'elle soit efficace? Alors, il me semble qu'aujourd'hui, il faut, pour éviter la propagation donc, de ce fléau, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser et dépister. Il faut vraiment aller sur le terrain, aller avec force vers les populations pour les sensibiliser et les amener à se dépister précocement. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les autorités sanitaires en ont pris bonne conscience puisque il s'agit pour éviter que le cancer ne se propage, il s'agit donc de prévenir, de dépister et de prendre en charge de façon précoce. Et ces 3 axes-là, nos autorités sanitaires l'ont bien compris puisque en 2013, on a élaboré, le ministère de la Santé a élaboré et adopté le plan d'action stratégique de lutte contre le cancer. Donc c'est pour vous dire que nous sommes au diapason de la lutte au Burkina Faso. Voilà, et les autorités sanitaires qui peuvent désormais compter sur l'appui des premières dames. On évoque à présent donc cette rencontre de haut niveau qui s'ouvre demain. Véritablement, quel est l'intérêt de cette rencontre? Alors, il s'agit donc d'un séminaire régional de haut niveau sur la sensibilisation à la lutte contre les cancers et les programmes de plaidoyer. Alors, cette rencontre va nous permettre d'informer encore et de mettre les projecteurs sur la prévention comme moyen de lutte contre le cancer. Et avec les premières dames qui sont déjà arrivées, il y en a d'autres qui arrivent encore demain et certainement après-demain, nous avons décidé de faire front commun contre ce fléau qui ne fait que trop de ravages dans notre pays. Et qu'est-ce que vous attendez peut-être des autorités politiques? Bon, on attend effectivement qu'elles soient à nos côtés pour mener cette lutte. Déjà, nous allons, au terme de cette réunion, signer
ce que nous avons convenu d'appeler la déclaration de Ouagadougou, qui se trouve être un engagement des premières dames pour faire front contre le cancer. Et nous attendons de nos autorités sanitaires qu'elles soient à nos côtés pour nous aider dans cette lutte. D'ailleurs, il faut savoir qu'au cours de ce séminaire, il s'agit de doter également les premières dames d'outils de plaidoyer, d'outils de sensibilisation, de façon à pouvoir mobiliser autour d'elles l'ensemble de la communauté nationale, régionale et internationale, et notamment les partenaires financiers également. Parce qu'il faut de gros moyens pour affronter ce fléau. Merci beaucoup. On s'arrête là donc pour cet entretien. Merci Madame Sika Kaboré d'être passée donc nous entretenir sur cette rencontre qui s'ouvre demain dans la capitale burkinabé sur la sensibilisation à la lutte contre le cancer dans les pays africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique. Et dans la suite de ce journal, le Premier ministre a reçu ce mardi le comité international du mémorial Thomas Sankara. Les membres de ce comité ont fait à Paul Kabatieba le point du projet mémorial Thomas Sankara. Le soutien du gouvernement est attendu pour accélérer les procédures administratives de ce projet. Nongba Kouda et Pascal Kani. Le projet mémorial Thomas Sankara avance bien. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le comité international mémorial Thomas Sankara et le Premier ministre. Après le symposium, les choses se sont accélérées. Le comité a lancé un concours architectural pour un plan original. C'est le choix de l'architecture que le comité veut inédite qui pose problème. Le comité veut avoir toutes les garanties de faire le bon choix. Nous ne devons pas du tout retrouver ce projet-là ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes assez pointilleux sur ce que nous demandons aux architectes comme projet. Et là, nous avons eu un petit problème dans la mesure où il y a eu quelques ressemblances avec des réalisations déjà existantes. Et les partenaires et les techniciens nous ont demandé que nous ne pouvons pas accepter ce projet-là. Donc, nous avons étudié la question et il y a des propositions que nous sommes en train de faire et nous en avons soumis donc, au chef du gouvernement pour avoir aussi l'appréciation des autorités partenaires. Le colonel Sanou rassure, la polémique sur l'emplacement est en passe d'être éteinte. Le choix du conseil est maintenu et la sensibilisation continue pour allier tous les acteurs. Beaucoup de personnes, en l'occurrence le président d'honneur, le président John Doré Roulis, et puis ses camarades, ont tout fait pour essayer quand même de faire comprendre un peu à la famille ce que ça représentait. Nous les comprenons. C'est du domaine de la passion, c'est du domaine nous ne pouvons pas les obliger. Mais nous avons pensé, et à juste titre, qu'avec le temps, petit à petit, nous nous serons compris. Pour ce qui est du financement, le colonel Sanou est confiant. Les partenaires n'attendent que le hockey du comité pour débloquer les 25 milliards de francs CFA que coûteront ces mémorials en l'honneur du père de la Révolution. Autre point de l'actualité, les députés de l'opposition parlementaire s'expliquent sur leur refus de voter le nouveau code électoral. Ils ont animé une conférence de presse au lendemain du vote de cette loi par l'Assemblée nationale. Les chefs des partis politiques présents à cette conférence de presse saluent l'attitude des députés de l'opposition. Le compte rendu avec Paul-David Bambara et Yarkiteda. C'est une conférence de presse aux allures de meeting. Chefs de parti, militants de base sont là pour soutenir les parlementaires de l'opposition. Les députés des groupes CDP, PJRN et UPC expliquent de fond en comble aux journalistes leur refus de cautionner le nouveau code électoral. Pour eux, c'est un recul grave et les thèses ne manquent pas. Lorsqu'on analyse le projet de loi qui nous a été soumis, nous y avons décelé des motifs d'inquiétude, voire une régression démocratique par rapport à la volonté politique de faire participer les Burkinabés de l'extérieur au scrutin à venir. Nous rappelons que le processus de la participation des Burkinabés de l'extérieur aux élections a été lancé depuis 2009. Pour les députés de l'opposition, l'avenir de la carte consulaire tant redoutée et de leur possesseur même est désormais en danger. C'est qu'on expose nos compatriotes vivant à l'extérieur à des difficultés. En effet, quels sont désormais les droits attachés à l'utilisation de la carte consulaire? Au cours des contrôles de police,
Le détenteur de la carte consulaire peut-il continuer à exhiber pour justifier son identité et quelle valeur les agents chargés des contrôles de police vont-ils attacher à ce document si notre propre gouvernement doute de sa viabilité? Selon toujours les conférenciers, la limitation du vote des Burkinabés de l'extérieur au passeport et à la CNIB, ainsi que l'ouverture des bureaux de vote dans les ambassades et consulats généraux a pour seul but d'exclure des Burkinabés des élections. Par les effets de ce projet de loi, ce sont des milliers, voire des millions de Burkinabés qui seront exclus des scrutins à venir, alors que l'on espère, alors l'on nous répète à longueur du discours l'importance que l'on attache donc à la participation de nos compatriotes de l'extérieur à la vie de leur nation. Les responsables des partis politiques affiliés ou pas au CEFOP ont également pris la parole. Ils ont tous condamné le nouveau code, un code électoral qu'ils rejettent en bloc. Ils le feront sentir par des actions fortes dans les prochains jours, selon le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Séance d'explication également du côté des députés de la majorité. Les partis qui ont voté pour l'adoption du nouveau code électoral ont également animé une conférence de presse ce mardi. Les représentants de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle ont présenté les raisons pour lesquelles ils ont donné leur quitus au nouveau code électoral. Des précisions avec Frédéric Etienne Bassenga. Les députés de la majorité motivent leur vote en faveur du nouveau code électoral. Pour eux seulement, la Côte d'Ivoire et le Gabon ont des cartes consulaires biométriques et pour une question d'équité, il est plus que nécessaire que les pièces exigées soient les mêmes pour tous. Car cela ne tienne pour la majorité, il reste encore 2 ans pour doter les uns et les autres de CNB. Des dispositions seront prises dans ce sens. Si les Burkinabés de l'étranger doivent voter, ils doivent voter sur la même base légale. Donc voici un des éléments aussi qui a fondé notre décision. Ça c'est très important. Et ensuite, il y a eu une ouverture très claire. C'est un jeu politique où les cartes sont ouvertes, les cartes ne sont pas fermées. D'autant plus que nous sommes à 2 ans et demi, bien sûr, des élections. Donc il y a une possibilité pour ceux qui ne disposent pas de la carte nationale d'identité de pouvoir l'avoir. Et nous trouvons en tant qu'élus du peuple qu'il ne saurait faire de discrimination entre les Burkinabés de l'extérieur et de l'intérieur. D'autant plus que même à l'intérieur de Burkina Faso, il y a des potentiels électeurs qui n'ont pas leur carte. Les arguments de l'opposition ne tiennent pas pour la majorité. C'est tout simplement de la récupération politique. D'autant plus que dans un passé récent, le chef de file de l'opposition lui-même était d'accord pour la réduction des documents de votation. C'est tout simplement pour essayer de lui retirer ce privilège, ce bénéfice qu'il a eu, lui, au moins, de permettre aux Burkinabés de voter. Que du coup, des gens veulent se montrer comme les champs du vote des Burkinabés de la diaspora. Et il ne parle même pas de toute la diaspora, c'est la Côte d'Ivoire seulement. Vous voyez l'intérêt. Et donc, attendons que la campagne s'ouvre en Côte d'Ivoire et vous allez voir là où se trouvent vraiment les Burkinabés, quel est le choix des Burkinabés et de la diaspora et du Burkina Faso ici. Il était aussi question du bilan de la session extraordinaire à cette conférence de presse de la majorité. Sur 15 jours, 9 projets de loi étaient sur la table des députés, 8 ont été adoptés et une retirée par le gouvernement. Autre chose à présent, et nous parlons du cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité qui fait son bilan à mi-parcours de l'année 2018. Il s'agit principalement de faire le point de la mise en œuvre de la politique sécuritaire du Burkina Faso dans un contexte de menaces terroristes. La rencontre s'est tenue hier à Ouagadougou. Adama Guiti et Pascal Kani. C'est l'heure du bilan pour les acteurs du domaine de la défense et de la sécurité. Les parties prenantes de ce domaine sensible passent en revue les actions menées dans les premiers semestres de l'année dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sécuritaire du Burkina Faso. Cette rencontre bilan se tient au moment où les forces de défense et de sécurité s'organisent pour reprendre la main face aux terroristes qui menacent le pays et la sous-région. La question de la sécurité dans notre pays, d'une manière générale dans notre sous-région, est devenue une question extrêmement sensible. Une question, j'allais dire, de grande préoccupation. Il va donc sans dire que les actions que nous menons
vise à apporter la réponse à la menace à laquelle nous faisons face, qui est essentiellement la menace terrorisme, le grand banditisme, le crime organisé et les crimes transfrontaliers. Et sur ce terrain, bien sûr, ce ne sont pas des petites actions qui viendront à bout de ces fléaux. Il s'agit de poser des grandes actions. Il s'agit de redéployer toute la machine de guerre. Et donc, nous avons rapidement engagé ce qu'il faut faire à travers, bien sûr, le redéploiement de nos moyens, l'acquisition de nouveaux moyens pour renforcer le travail des équipes sur le terrain, aussi bien des moyens de mobilité logistique que des moyens opérationnels dans les opérations de terrain. Le cadre sectoriel de dialogue défense et de sécurité va également évaluer la contribution du secteur défense et sécurité dans l'atteinte des objectifs du PNDS, la sécurité étant l'une des conditions majeures de sa réalisation. Et dans le combat contre l'insécurité, il faut désormais compter sur ces nouveaux agents nouvellement sortis de l'École nationale de la police. Ils ont d'ailleurs pris pour nom de baptême défi sécuritaire au terme de 2 années de formation à l'École nationale de police. La QV 2018 de cette école compte plus de 1500 hommes et femmes prêts à servir la nation burkinabé. Issa Kafando et Omar Zombri. Défi sécuritaire, c'est le nom de baptême de la 47e promotion de l'École nationale de police. En recevant ces épaulettes, ces anciens stagiaires sont désormais aptes à faire valoir sur le terrain ce qu'ils ont appris en cours théorique et pratique. Aujourd'hui, un policier vraiment basique, un policier classique ne nous sert plus à grand chose. Nous avons besoin aujourd'hui des agents de sécurité qui ont le sens de l'innovation, qui sont proactifs, qui sont prêts à se battre. Pour le délégué de la promotion, ce jour marque le couronnement de 2 ans de formation et le début de leur carrière. Ils le savent, les défis à relever sont nombreux dans le contexte actuel du Burkina Faso. Ces temps-ci, vraiment, nous constatons vraiment un niveau d'insécurité élevé dans notre pays. Et on nous a formés vraiment et on a pris ces conditions, on a tenu compte de ces circuits-là pour nous former. La 47e promotion de l'École nationale de police a choisi comme marraine le médiateur du Faso, Sarah Sérémé. Pour réussir leur tâche, la marraine les invite à observer des valeurs clés du succès. Beaucoup de probité, beaucoup d'éthique, beaucoup d'abnégation, nous les avons dit, et beaucoup d'engagement, beaucoup de courage, beaucoup de loyauté surtout. Beaucoup de respect de l'autre, le respect de la dignité humaine. Cette 47e QV est forte de 1534 policiers, dont une quarantaine de la police municipale. Les parents et amis qui ont effectué le déplacement ont eu droit à des démonstrations et une parade des différents corps de la police. Sortie de promotion également au niveau des écoles nationales des enseignants du primaire. La cérémonie nationale s'est tenue hier à Tinkodougou dans la région du centre-est. Ils sont plus de 4000 nouveaux enseignants issus de 8 ENEP à recevoir les parchemins. Ils disent être aptes à distiller leur savoir pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Le reportage de Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. 4024 nouveaux enseignants obtiennent leur parchemin à cette cérémonie de sortie nationale des 8 écoles nationales des enseignants du primaire du Burkina. Avec un taux de succès de 99,98%, cette QV 2016-2018 des enseignants du primaire s'est dit résolument engagée à accomplir leur mission avec abnégation. Je me sens prête. On a reçu quelques conseils avec nos maîtres conseillers, avec le stage pratique. Bon, je me dis que maintenant je suis en mesure d'assumer la mission pédagogique qui m'est confiée. Je regarde vraiment une béante satisfaction d'avoir obtenu ce titre de major, Nous allons tout mettre en œuvre, la mission qui nous est assignée, et nous puissions vraiment l'assumer pleinement. Le thème choisi cette année est formation initiale des élèves maîtres et amélioration de la qualité de l'enseignement au Burkina. Quelle stratégie pour un réel développement des compétences? Ce que le gouvernement en tout cas entend faire pour développer le capital humain de qualité dans notre pays, c'est de former les gens.
c'est d'éviter que dans les écoles, on ait des enseignants, des instituteurs, des professeurs et autres qui ne sont pas passés par la formation initiale, qui ne sont pas passés par les écoles de formation. Et c'est pour cela que ce thème-là a pour objectif de valoriser justement les écoles nationales des enseignants du primaire. C'est vraiment un sacerdoce. Nous savons que ce n'est pas facile, mais le fait de savoir que grâce à soi, on a pu amener un tout petit à devenir grand et savoir qu'on a été à la base du bonheur de quelqu'un et de tout un peuple, le jeu en vaut la chandelle. Des dons en nature et en espèces aux majors des différentes ENEP, une plantation symbolique d'arbres et une visite des stands ont aussi ponctué la cérémonie. Dans l'actualité également, 300 acteurs du secteur informel entrent officiellement dans le cercle des dirigeants d'entreprise. Le lancement de la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur est intervenu ce matin à Ouagadougou. Les bénéficiaires de ce nouveau statut ont désormais plusieurs avantages tels que l'accès aux services bancaires. Plus de précisions avec Oscar Soulama et Moumouni Soubega. En recevant ce kit, Aristide Modestien Drebeugo bénéficie désormais du statut d'entrepreneur. Ils sont au total 300 à bénéficier de ce statut qui est un régime juridique marquant la transition du secteur informel à celui du formel. Je suis dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Bon, je compte chercher et trouver quelques marchés pour pouvoir profiter des différentes opportunités qu'offre l'État. L'événement est co-parrainé par les ministres en charge du commerce et de la justice. C'est une initiative de la Maison de l'entreprise du Burkina. Pour l'instant, c'est la phase pilote qui vient d'être lancée et l'ambition de la Maison de l'entreprise, c'est d'aller au-delà. C'est l'OADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui a mis en place ce dispositif-là pour penser aux micro et aux petites entreprises. Le dispositif ancien qui existait semblait ne pas prendre en compte ces petits qui sont dans les affaires. C'est pourquoi l'OADA a décidé d'alléger le dispositif pour permettre à ces petites, à ces micro-entreprises de se formaliser. C'est pourquoi l'OIF a décidé d'accompagner le gouvernement burkinabé et le gouvernement burkinabé a confié à la maison de l'entreprise la mise en œuvre de ce projet. L'avantage aussi, c'est que ça leur permet d'avoir accès à un certain nombre de services que les statuts d'informel leur permettent d'avoir, notamment l'accès aux banques, etc., et d'être protégés par la loi. Bien évidemment, ils deviennent des acteurs incontournables pour l'État. Selon les spécialistes, l'informel joue un rôle capital dans le tissu économique des États. Dans l'espace UEMOA, on estime à environ 30% en moyenne le poids de l'économie informelle dans le PIB, d'où la nécessité d'aller vers sa formalisation, selon le directeur général de la Maison de l'entreprise. Les projets de développement intégrés communaux bénéficient d'appuis financiers à hauteur de 140 millions de francs CFA chacun. Ces projets permettent aux collectivités territoriales de réduire le phénomène de la déforestation et de la dégradation des espaces boisés. Ces projets, dont le lancement est intervenu hier à Dédougou, sont financés par le programme d'investissement forestier et ses partenaires. Yves Rwamba, Yacouba Gourou. À travers cet atelier de Dédougou, le programme d'investissement forestier veut donner plus de chances aux communes pour la mise en œuvre réussie des projets de développement intégrés communaux dénommés PEDIG-RED+. Avec un budget d'environ 140 millions de francs CFA, chaque PEDIG-RED+, se veut un ensemble cohérent d'activités diversifiées et intégrées. Ces projets contribuent à réduire la déforestation et la dégradation des forêts et des espaces boisés dans les 32 communes d'intervention. Cet atelier de lancement technique reste une occasion pour les acteurs concernés d'harmoniser les points de vue pour une mise en œuvre réussie. Le projet de développement communal devrait permettre à la commune de gérer de façon efficace l'ensemble des ressources forestières relevant de la commune en vue justement de l'objectif déjà cité, séquestration, contribution à la séquestration du carbone et également lutter contre la pauvreté. Nous sommes dans une phase d'opérationnalisation des projets de développement intégré communaux. Et pour opérationnaliser, nous voulons nous donner toutes les chances de réussir à travers donc ces échanges, un certain nombre d'outils, de mécanismes.
qui vont être portés à la connaissance des différents bénéficiaires. La mise en œuvre de ces projets constitue quelque part l'opérationnalisation du transfert des compétences liées à la gestion des ressources forestières aux collectivités locales. Et le Fonds d'intervention pour l'environnement, l'unité de coordination du programme d'investissement forestier, les directions régionales en charge du développement rural et les maires sont prêts à mettre en synergie les efforts pour l'atteinte des objectifs. Un mot de l'actualité à l'étranger avec cette question. Y aura-t-il un second tour dans l'élection présidentielle au Mali? Oui, selon l'opposition qui conteste au passage les conditions de la tenue du scrutin de dimanche dernier. Les partisans du président sortant, eux, parlent déjà de la victoire de leur candidat. Au Mali, 48 heures après l'élection présidentielle, l'opposition affirme qu'un second tour sera nécessaire pour départager les deux candidats arrivés en tête du scrutin. Mais les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, sont d'un tout autre avis. Ils s'attendent à une nette victoire de leur candidat dès le premier tour. La tendance générale indique que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta arrive largement en tête. En attendant la proclamation officielle des résultats, les partisans de Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition, remettent en cause les conditions du scrutin. Bien entendu, nous contestons à l'avance ces résultats et demandons d'ores et déjà, avant la disparition des bulletins et un recomptage contradictoire. En cas de second tour, le scrutin est déjà programmé pour le 12 août prochain. Ici, au Burkina Faso, c'est l'adoption du nouveau code électoral qui fait l'actualité et qui divise l'opposition et la majorité. Et c'est le principal sujet rapporté par l'ensemble des quotidiens de ce mardi. La revue de presse, c'est avec Vincent Tchendrebego. Modification du code électoral à la une de aujourd'hui au Faso. 44 députés claquent la porte et 82 autres l'adoptent. Le journal Le Quotidien illustre bien les deux actes à sa une. L'opposition claque la porte pendant que la majorité adopte la loi. C'est une loi votée après argument contre argument, opinion contre opinion. Dans l'Observateur Palga, les pourfendeurs de cette loi sont les groupes parlementaires UPC, CDP et PJRN. Nous ne participerons pas à l'adoption de ce projet de loi afin de ne pas cautionner pareille décision, a déclaré leur porte-parole. Et le groupe UPC-RD dans tout ça, eh bien, il s'est dit réservé. Il n'a pas voulu donner de consigne de vote à ses membres. Et on sait qu'en définitive, tous ceux qui sont restés dans la salle ont voté pour. L'opposition absente et la loi est adoptée à l'unanimité, indique alors l'Obs. Les débats se sont poursuivis sur la toile et certaines publications sont reprises par Le Pays, comme celle du président du groupe UPC-RD. Pour Daouda Semboro, une seule question est essentielle. Est-ce que les Burkinabés de l'étranger voteront en 2020? Oui. Alors, les questions secondaires ne doivent pas évincer la question existentielle. Sidouaya reprend une réaction du chef de l'État. Depuis Lomé, Roch-Marc Christian Kaboré salue l'adoption du nouveau code électoral qui matérialise son engagement à rendre opérationnel le vote de la diaspora en 2020. Dans le journal Le Pays, le député Yaya Zoungrana du CDP est comme mis devant les faits accomplis. C'est la part du crapaud accroché dans un arbre, affirme-t-il. Il ne peut pas dire qu'on ne lui a pas donné, mais il ne peut pas en bénéficier non plus. Dans un commentaire signé de la rédaction, le quotidien donne raison à tout le monde. D'abord à l'opposition qui veut que les citoyens de l'étranger puissent voter avec leur carte consulaire qui est reconnue par les textes en vigueur comme tenant lieu de carte nationale d'identité pour les Burkinabés de l'étranger. Ensuite, à la majorité qui s'est approprié un des arguments jadis soulevés par Zéphirin Diabré himself, qui émettait des réserves quant à la fiabilité de la carte consulaire. Bref, la loi est votée et il ne faut pas éterniser les débats. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition de l'actualité, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.